tout se vaut. Tout le monde fait circuler n'importe quoi. Tu trouveras toujours un hurluberlu quelque part dans le monde pour publier un article dans une vague revue. Aujourd'hui, quand on regarde qui gagne de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est souvent ceux qui fabriquent les fake news. C'est des vraies sociétés qui gagnent grâce aux clics. Aujourd'hui, tu me contredis si j'ai tort ou pas, mais je peux avoir n'importe quelle opinion et trouver un article d'accord avec mon opinion. Je peux dire, je suis sûr que Clément Viktorovitch a été enlevé par un extraterrestre, et je trouvais un article qui parlera de ça. Je suis sûr que le Covid a été inventé là, on trouvera un article. Je suis sûr qu'un nouveau variant existe là, on trouvera un article. Comment est-ce qu'on fait pour dire à un ami, non mais ça c'est pas une information, c'est une opinion? Moi, je suis d'accord avec toi. Et pour tout te dire, et on en a parlé tous les deux à de multiples reprises, moi, je suis pas du tout en colère contre ceux que l'on appelle, parfois d'ailleurs, avec beaucoup de condescendance, les complotistes ou les conspirationnistes. Non, c'est de la condescendance totale. Totalement. Et voilà, il y a les gens pensent ce qu'ils pensent. Ils en sont pas responsables quelque part. En tout cas, pas pour toutes et tous. Par contre, je suis très en colère contre les entrepreneurs de fake news, et tu as parfaitement raison de le souligner. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'individus, qu'ils soient pour certains des youtubeurs, qu'ils soient pour d'autres des hommes ou des femmes politiques, qui font circuler sciemment des informations fausses parce qu'ils savent que ça va leur donner de l'audience, donc du pouvoir, du prestige et ou des richesses. Et souvent, ces youtubeurs, quand ils sont remis en question par des articles factuels, ils se défendent dans des tribunes. Et les gens qui croient à ces youtubeurs envoient une tribune. Et donc, quand on dit à son ami qui croit à un youtubeur qui fait des fake news, ce mec est un mytho, lit cet article, il dit non, il a fait une tribune pour dire que c'est pour dire qu'il avait raison. Et quand on dit c'est une tribune, donc c'est lui l'émetteur et c'est encore plus faux, on n'est pas cru. Pour moi, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a 3 responsables. Et je pense qu'il faut accepter de regarder les choses en face. Donc les premiers, ce sont ces entrepreneurs de fake news qui ont un intérêt à faire circuler des choses fausses, erronées, mensongères. Bon. Les deuxièmes responsables, je crois, et il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le regarder, ce sont un petit peu les médias. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si certains médias n'avaient pas donné la parole à des personnes dont on savait, notamment des climato-sceptiques, dont on savait que c'était faux, mais continuer de leur donner la parole parce qu'on veut faire du débat contradictoire. On veut dire, si j'invite quelqu'un qui défend l'existence du réchauffement climatique, je vais faire du pour et contre. Non, il y a quand même une science. Et puis les troisièmes responsables, et là aussi il faut avoir le courage de le dire, c'est la parole publique. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années, notamment au début de la crise sanitaire, des prises de parole du gouvernement qui étaient contrefactuelles, pour le dire gentiment, voire parfois mensongères. Et ça abîme aussi la confiance que les citoyennes et les citoyens ont dans la parole publique. Et donc on en vient à la situation que tu décris fort justement, qui est qu'aujourd'hui, tout se vaut. Tout le monde fait circuler n'importe quoi, et alors même que tu as un consensus scientifique sur un sujet, tu trouveras toujours un hurluberlu quelque part dans le monde pour publier un article dans une vague revue, et derrière cet article va être mis en avant, et comme et c'est bien normal d'ailleurs, les citoyennes et les citoyens n'ont pas toujours une bonne compréhension de comment fonctionne la science, ils ont l'impression que regarde, là il y a un article qui dit ce que je pensais, et donc, je vais choisir de le suivre parce que cet article est d'accord avec moi. C'est pas moi qui suis d'accord avec l'article, c'est l'article qui est d'accord avec moi, et donc je choisis d'en faire ma référence. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a 3 voies dans les informations qu'on reçoit. Il y a l'opinion, l'information et le divertissement. Comment est-ce qu'on fait pour discerner une information ou un fait au milieu de tout ça ? C'est compliqué, d'autant que médiatiquement les 3 se mêlent, parce que quand tu fais uniquement de l'information, t'as du mal à retenir l'attention des individus, parce que forcément donner des faits bruts, des témoignages bruts en disant aux personnes faites-vous votre propre opinion, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Ce qu'il y a de plus vendeur, c'est de faire de l'opinion, de faire de la confrontation d'opinion, les plus radicales possibles, les plus polarisées possibles, et puis si on peut mettre un petit grain de divertissement là-dedans, quelques paillettes des projecteurs pour retenir l'attention, donc c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et c'est quelque part le malheur de notre société, c'est-à-dire qu'on en vient à ne distinguer qu'avec la plus grande difficulté ce qui relève du fait et de l'opinion. Et donc, mais ça, c'est notre travail à toutes et à tous, journalistes, chercheurs, hommes et femmes de médias, de rendre tout cela accessible et de montrer justement ce qui relève de l'information, du fait qui n'est pas discutable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des faits qui sont sourcés. Alors on peut contester la source, mais si on ne parvient pas à contester la source, il y a des faits, on fait avec. Et puis quel récit, quelle narration, quel jugement on construit autour, ça c'est du domaine du politique. Et c'est justement en travaillant à bien séparer tout cela qu'on réussira, je crois, à aller vers un débat public apaisé et de meilleure qualité. Et une de mes plus grandes fiertés de Click, c'est de réussir à avoir fait des millions de vues avec des contenus exigeants. Et en fait, ça nous a aussi appris quelque chose, c'est que les gens en ont marre des experts.
Oui, c'est vrai, les gens en ont marre. En tout cas, des toutologues, des spécialistes de tout, des sachants autoproclamés, capables de s'exprimer sur tous les sujets. Et c'est vrai que c'était pas gagné non plus. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur Click et que je t'ai dit, bah voilà, tu m'as dit ta carte blanche, et je t'ai répondu, attention Mouloud, moi si tu me donnes carte blanche à 20h sur Canal+, je vais employer des mots comme hypotypose et panaleps. Tu m'as dit, bah vas-y, fais-le. Bah oui. Et les gens s'en sont emparés. Et effectivement, ça montre quand on n'invite plus des gens qui sont experts sur tout et capables de s'exprimer sur tous les sujets, mais qu'on redonne la parole à des chercheurs, à des universitaires, à des personnes qui simplement ont travaillé leur sujet et ont plaisir à le partager, à redonner la connaissance qu'ils ont eux-mêmes reçue, parce que c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sachant par hasard, on est sachant parce qu'on a eu la chance de grandir dans une famille qui exaltait la culture, parce qu'on a eu la chance de faire nos études à l'école et à l'université de la République, qui sont de très belles institutions, et donc on reçoit ce savoir en héritage. Et pour moi, quand on a eu cette chance-là, eh bien la moindre des choses, c'est de le redonner derrière, et encore une fois de le redonner de la manière la plus exigeante possible. Cette présidentielle 2022, comment tu la sens ? C'est compliqué ce qui se passe en ce moment. C'est compliqué ce qui se passe en ce moment. Je trouve que le débat est extrêmement agonistique, évidemment. On voit circuler et puis au-delà d'être agonistique, enfin sur le fond, on voit circuler des opinions qu'on n'avait pas vu circuler dans le débat public français depuis extrêmement longtemps, et en tout cas depuis extrêmement longtemps à ce niveau-là. La réhabilitation du maréchal Pétain, enfin la réhabilitation de Pétain, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Et voir celui qui porte cette réhabilitation à plus de 15% dans les sondages, ça nous interroge tous, ça doit nous interroger. Bon, voir la démocratie représentative, on en pense ce qu'on veut du régime dans lequel on vit, mais voir la démocratie représentative être remise en cause avec le même candidat d'ailleurs, Éric Zemmour, ne faisons pas mystère de son nom, voir le même candidat expliquer que il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut remettre en cause le Conseil constitutionnel, il faut remettre en cause la liberté des médias. Bon, ça devrait nous interroger. C'est-à-dire que là, on a devant nous une menace sur la démocratie telle que nous la connaissons et telle que, je crois, nous devrions la chérir, y compris dans son imperfection. Moi, je suis le premier à être très critique sur notre système politique qui devrait, je pense, être plus démocratique. Donc là, la présidentielle, elle nous confronte à des enjeux qui sont absolument radicaux. Elle nous confronte à des enjeux radicaux à un moment qui n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on a quand même des murs devant nous, notamment le mur du réchauffement climatique. Donc voilà, comment je la sens, je suis inquiet. Mais qu'est-ce qu'on doit dire de ces sondages ? Des gens qui qui sont séduits par ces idées-là ? Est-ce qu'il faut les moquer ? Est-ce qu'il faut les exclure ? On en revient à la même question. Il faut les convaincre. Il ne faut pas abandonner cela. C'est-à-dire que, indépendamment de ce que disent les uns et les autres sur des enjeux qui sont des enjeux très politiques, notamment l'immigration, où là, bon, chacun a ses convictions. Mais quand quelqu'un propose de sortir tout simplement de la démocratie représentative, de l'état de droit, propose d'évoluer vers un régime où la majorité pourra s'arroger le droit d'opprimer les minorités, parce que c'est cela qu'on dit quand on dit qu'on veut sortir du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut le dire. Il faut expliquer il faut expliquer ce qu'il y a comme proposition politique, comme projet politique, derrière les formules qui peuvent bien sonner. Et ça, c'est notamment mon travail. Mais est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un lorsqu'il est profondément séduit par ces idées-là ? Le sens de ma question, c'est pourquoi ces idées-là séduisent-elles ? Ça, si j'avais la réponse à cette question, je sais pas ce que je ferais, mais je serais peut-être pas en train de te parler au micro, je serais sans doute en train de faire d'autres choses. Je pense que c'est la vraie question. C'est la vraie question que tu poses. J'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'au moment où nous parlons, il faut pas abandonner le combat, il faut pas abandonner la discussion, il faut pas abandonner le fait d'expliquer ce qu'il y a derrière les prises de position des uns et des autres. Et puis après, combat rhétorique. Le combat rhétorique, bien sûr, toujours le combat rhétorique uniquement. Et puis après, chacun jugera. Et quelque part, tu sais, moi, à la fin des fins, je respecte la souveraineté du peuple français. Et quelque part, si le peuple français, collectivement, après un débat politique vigoureux qui aura permis d'éclairer les positions des uns et des autres, si le peuple français décide qu'il veut sortir de la démocratie, ce sera son choix. Ce serait pas le mien, mais ce sera son choix. Si t'es dans un premier date et que tu dis je n'ai jamais trompé personne, le simple fait de proférer un mot suffit à ce qu'il produise ses effets. La rhétorique, c'est également une arme de séduction massive. Quelle est la chose à ne surtout pas dire à quelqu'un qui nous plaît quand on est gêné et qu'on est timide ? Moi, je me base sur l'idée qu'il n'y a pas de formule magique et qu'il n'y a pas la phrase à sortir et qui va toujours fonctionner et la phrase à ne surtout pas sortir qui ne va jamais fonctionner. Je suis toujours un peu agacé par celles et ceux qui prétendent avoir une espèce de graal de séduction qui permet de séduire sur Tinder ou dans la rue à n'importe quel moment et n'importe qui. Je pense qu'il faut être plus honnête et que la meilleure chose à faire, c'est de considérer l'autre comme ce qu'il est, c'est-à-dire un individu
singulier, unique, et lui parler en essayant de s'adapter le plus possible à lui ou à elle. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre aussi, c'est que ça casse une idée qu'il faut briser, je trouve, à notre époque, c'est que souvent, la séduction s'est vendue comme une arme de domination de l'homme sur la femme. Et là, l'homme et la femme sont à égalité. On a l'impression, quand on regarde les émissions de séduction, que c'est toujours l'homme le prédateur, la femme la proie, qu'il y a toujours un rapport un peu biaisé comme ça, que une femme c'est souvent quelqu'un qui va se laisser séduire, se laisser embrouiller, et que l'homme c'est le mec qui aura le bon rôle parce qu'il aura réussi à avoir ce qu'il veut. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que dans ce monde de la séduction, ce qu'on voit, c'est effectivement des hommes qui expliquent aux hommes comment être un mâle dominant et comment aller, j'allais dire séduire, mais presque chasser une femme. Et puis à l'inverse, on explique, et c'est presque encore pire, on voit des femmes coach en séduction qui expliquent aux femmes comment se faire chasser, comment être une proie suffisamment attrayante pour que le mâle le plus dominant ait envie de leur courir après. Bon, moi, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Pourquoi est-ce qu'on dit pas d'une femme c'est une séductrice sans avoir d'arrière-pensée? Parce que là, on est vraiment sur les préjugés de genre, les préjugés de genre qui continuent d'avoir la peau dure, hélas, quoi. Et donc, on peut en faire la liste, quoi. C'est vrai qu'un homme qui séduit de nombreuses femmes, c'est un Don Juan. Une femme qui séduit de nombreux hommes, bon, c'est une ou d'autres verbes pires, et on est encore, hélas, fondamentalement inégal et inégaux à l'égard de cet enjeu-là. J'ai l'impression que les choses progressent quand même, que notre génération, on est un peu plus ouvert, et il faut continuer de répéter ce message inlassablement. Mais c'est ce que j'essaye de dire, c'est que la rhétorique, c'est pas une arme de séduction massive. La rhétorique, c'est surtout une manière de communiquer, de présenter ce qu'on a à dire de la manière. En tout cas, on le dit à toutes les femmes qui nous écoutent, séduisez-nous. Évidemment, on ne demande que cela. Non, mais tu vois, et en fait, quelque part, la question que tu me posais en entrée était bien tournée. Tu disais, mais qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? En fait, voilà, le livre servira surtout à ça, à identifier ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tu vois, il y a des mots qu'il faut surtout pas dire. Par exemple, si tu dis, si t'es dans un premier date et que tu dis à la personne que tu convoites, mais moi, tu sais, que tu cherches à séduire, mais moi, tu sais, attention, hein, je n'ai jamais trompé personne. Bon, bah, tu emploies le mot tromper. Et en fait, c'est ce que j'appelle le principe de proférence, c'est que le simple fait de proférer un mot suffit à ce qu'il produise ses effets. Il vaudrait beaucoup plus dire, mais tu sais, moi, c'est très important pour moi la fidélité et l'honnêteté. Ça marche beaucoup mieux. Bon, et donc, effectivement, le livre peut t'aider à savoir ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les erreurs à ne pas conduire. Par contre, la pierre magique pour séduire, je crois qu'elle n'existe pas. C'est comme le mec qui dit, tu sais, moi, j'ai jamais payé l'addition.